Ah, voilà. Bon, désolée, merci d'avoir patienté. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà, donc je disais que et merci d'avoir patienté, hein, c'est très gentil à vous. Donc, je disais que ce sujet de la prospection est vraiment un sujet assez compliqué, particulièrement aujourd'hui. Et j'ai de nombreux clients qui me demandent de savoir comment mieux prospecter. Et c'est toujours un sujet en plus qui, des fois, agace un petit peu les commerciaux et sur lequel ils ne sont pas toujours confortables. Alors, certains ont beaucoup d'outils et se sentent très à l'aise, mais beaucoup me disent que c'est compliqué et qu'ils n'arrivent pas à vraiment obtenir les bons leads et les bonnes opportunités. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est toujours d'être assez pratico-pratique et de vous donner une méthodologie, des astuces, des éléments qui vous permettraient d'être plus performants. Alors déjà, je vais commencer par un sondage. D'ailleurs, vous verrez, il y en a deux, mais vous allez répondre qu'au premier, hein, que je vais lancer tout de suite. C'est d'abord, quelle est selon vous la méthode de prospection la plus efficace? Est-ce que c'est le social selling, en particulier LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, l'email, le téléphone, votre propre réseau, les événements qu'organise votre entreprise, ou purement vous attendez la chance? Allez, je vais lancer. Vous répondez qu'au premier, s'il vous plaît. Est-ce que, voilà, je vais relancer le sondage. Voilà, vous devez voir apparaître le sondage hein, qui vous dit quelle est la méthode de prospection la plus efficace. Donc, c'est la première page et vous votez en appuyant sur ce qui vous intéresse. Et vous a… On va être obligé de répondre aussi à la deuxième question, Dominique. Hein. Ah, d'accord, il faut répondre aux deux questions. La deuxième question, c'est vous demander honnêtement combien de temps vous passez à prospecter hein, de 0 à 4 heures. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir est-ce que vous passez le temps que vous passez à prospecter et puis vous me soumettez le sondage. Ça nous permettra d'avoir des éléments. Voilà, il y en a déjà une bonne partie d'entre vous qui ont voté et je vous soumettrai les résultats. Donc, si on doit répondre aux deux, on répond aux deux. Voilà. Voilà, je vous laisse encore, il y a la moitié d'entre vous qui ont voté, j'attends les autres. Hein, donc, vous répondez aux deux sondages. Bon, bah écoutez, je pense que tout le monde a voté. Je vais mettre fin au vote et vous partagez les résultats. Donc, ce que vous dites majoritairement, c'est le téléphone, hein, 36% à égalité avec le réseau, c'est-à-dire que votre propre réseau et puis les événements qu'organise votre entreprise. Et le deuxième aspect, vous dites qu'en termes de prospection, vous passez en majorité 43% d'entre vous 4 à 8 heures à prospecter, hein, ce qui fait entre une bonne journée de prospection, on va dire une journée complète par semaine, et 36% de 0 à 4 heures, une demi-journée, et quand même 20% d'entre vous qui passent 8 heures à 16 heures. Bravo, c'est un temps assez conséquent. Alors, pour qu'on continue, je vais vous donner d'autres éléments. La première, c'est de se dire, hein, j'ai pris d'ailleurs des éléments dans des cabinets extérieurs, c'est les 3 raisons principales pour lesquelles votre prospection pourrait être, ou en tout cas passer efficace. Alors déjà, il y a 71% des clients qui pensent qu'ils veulent écouter des commerciaux qui les aident à résoudre leurs problèmes. Et ça, c'est un point important hein, de se mettre, lorsqu'on prospecte, dans le point de vue du prospect. C'est moi, je vois d'ailleurs, parce que je reçois aussi beaucoup d'emails ou de LinkedIn de prospection, où on me parle de la solution. Et je vois quand même qu'il y a très peu de messages qui me sont envoyés qui s'adressent directement à mes problèmes. Et donc, mais c'est ce que qu'attendent les clients, hein, qu'on soit centré client et de ne pas être intéressé sur la solution que vous proposez, mais quel problème elle résout. Et ça, c'est déjà très important en termes de message. Le deuxième point, non négligeable hein, également, c'est le contenu. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à donner du contenu. Hein, c'est LinkedIn qui nous donne cet élément. Et on voit que les clients, dans le B2B, hein,
particulièrement, sont 5 fois plus enclins à s'engager avec un commercial, un professionnel de la vente, qui leur apporte de nouvelles informations sur leur activité. Et voyez, moi, depuis que j'ai ça, je poste pas mal de choses sur LinkedIn en apportant, vraiment, moi, j'ai choisi, par exemple, la vente à distance. Je me suis rendu compte qu'en vendant à distance, c'était vraiment différent que de vendre en face à face et de donner à ses clients par rapport à leur activité de nouvelles informations. Et surtout que les clients apprécient énormément avoir du contenu de cabinet ou de votre entreprise ou d'extérieur qui leur apporte des informations qu'ils ne connaissaient pas sur leur secteur ou sur leur fonction. Et ça, je vous encourage énormément à avoir du contenu de qualité, surtout que ce n'est pas ça qui manque sur Internet. Le troisième sujet, et qui est vraiment important, c'est la qualité du contenu. La qualité du contenu, ça veut dire que de ne pas poster n'importe quoi, mais de se dire de quoi les clients ont besoin et de bien écouter ces besoins-là. Faites attention aussi de ne pas être trop insistant dans le contenu et de pousser trop. Enfin, voilà, on ne supporte pas trop aujourd'hui l'agressivité ou le harcèlement carrément. Je pense que le plus important, c'est le troisième point, c'est d'avoir des informations pertinentes par rapport au métier de la cible, de votre cible. Et puis aussi, si le client réagit, alors ça, c'est un point que nous donne HubSpot, mais qui est vraiment intéressant, c'est que la réactivité est devenue vraiment un élément clé. C'est-à-dire que si votre client réagit ou sous n'importe quelle forme que ce soit, aujourd'hui, on voit que le temps de réponse est un point très important et qu'il faut répondre. Ça s'est accéléré et qu'il faut répondre extrêmement vite. Ça, c'est vraiment un point clé sur la façon dont quand on prospecte. Donc, ça nécessite d'être extrêmement réactif, ce qui n'est pas toujours simple lorsque vous êtes très occupé. Ce que j'ai voulu partager également avec vous, alors on va dire que c'est peut-être maintenant déjà du passé, mais c'est quand même intéressant, c'est les résultats d'une étude qu'a faite Accenture avant Covid et après Covid. Vous voyez, la première partie de l'étude d'Accenture, ils ont vraiment interrogé des centaines et des centaines de commerciaux sur le pourcentage de leurs activités. Alors, vous voyez, entre mars 2019 et en mars 2020, et ensuite, juste sur la période Covid, vous voyez, de 1er avril au 22 juin. Alors, ce qui était intéressant, bon, on a bien vu évidemment que les clients ont moins répondu pendant le Covid, que bon, il y a des pourcentages sur les conversations qui ont baissé. Moi, le seul point que je voulais vous montrer, excusez-moi, c'est en anglais, mais parce que je ne l'avais pas en français, et ça reste vrai, c'est que le pourcentage d'emails envoyés, tous les emailing, on disait avant que ce n'était pas une activité intéressante. Là, vous voyez que les emails, c'est passé de 5,65 à 28%. Donc, c'est quand même important, ça fait à peu près 5 fois. Et ça reste vrai. J'ai demandé à des gens qui utilisaient ce canal, des sociétés spécialisées. Eh bien, écoutez, ça reste vrai. Du fait qu'il n'y a pas eu d'événement, qu'on ne rencontre pas les clients, les emails sont devenus un canal privilégié, ce qui n'était pas avant. Donc ça, c'est quand même important. Et je me permets aussi d'appuyer sur le dernier point, c'est qu'on a un taux de réponse, vous voyez, qui est passé de 1,17%, ce qui n'était pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on envoyait 100 mails, on n'avait que 1,1, enfin, après 1,2 de réponse. Et là, on est passé presque à 7. Donc, vous voyez, un pourcentage qui a été vraiment multiplié. Un autre point qui est aussi important, c'est de voir que si on a des gens connectés, voilà, on peut s'appuyer sur des gens qui sont connectés par les réseaux, etc., et qu'on rentre plus facilement en relation. Bon, par contre, évidemment, dans l'aspect téléphonique directement, la conversation qu'on pouvait avoir directement, malheureusement, elle a un petit peu baissé. Donc voilà, je voulais juste vous partager, donc moins de conversation, c'est quand même un point important. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est en fait de se dire qu'on veut mettre en place, par tout un tas d'outils que je vais vous présenter, on appelle ça la mémoire primaire, c'est que le fait que vous puissiez donner plein de messages à vos clients, de créer une sorte, à votre cerveau, une sorte de familiarité. C'est-à-dire que c'est comme un petit peu, ça se passe déjà avec de la publicité, c'est que si
j'amène tout un tas de messages par des canaux différents. Votre mémoire primaire inconsciente va être affectée. Et en fait, le fait de me parler de vous-même ou de votre entreprise ou d'un nom d'une solution peut permettre que ça devienne familier pour le client. Donc, c'est ça, on va agir sur cette mémoire de façon à influencer ce client en amont. Alors, comment est-ce que l'on fait sur Value Selling? Donc, on a un nouveau module qui s'appelle Vortex. Alors, c'est quoi le Vortex? En fait, vous savez, si vous avez de l'eau et que vous, avec un stylo, vous tournez très, très vite, ça crée un espèce de tourbillon, hein, avec, ça crée même un espèce d'entonnoir. Et en fait, c'est ce qu'on va faire, hein. On va avoir avec une méthode, une méthodologie, on va créer un espèce de tourbillon autour de notre cible et de façon à amener le client à, hein, vous savez, c'est comme ouais, je crois que c'est comme un entonnoir, ça crée un vide à l'intérieur et on va familiariser, entourer ce client, hein, mettre un tourbillon autour de ce prospect de façon à ce qu'il ait envie de nous contacter par la suite. Alors pour ça, on va avoir, avec cet outil Vortex, cette méthodologie Vortex, on va avoir deux éléments qu'on va combiner. Le premier, c'est d'abord travailler sur ce qu'on appelle notre sphère d'influence. Qu'est-ce que notre sphère d'influence? C'est tout ce qui concerne, c'est tous les moyens possibles imaginables, par lesquels notre entreprise a un impact sur le marché. Alors, comment est-ce que notre entreprise a un impact sur le marché, influence le marché? Cette entreprise, elle a déjà une marque. Hein, cette marque, elle peut être connue ou pas connue. Elle peut publier des nouvelles, publier un tas de nouvelles sur différents canaux, que ce soit la presse, enfin bref, tous les canaux possibles imaginables. Elle peut aussi publier des références, hein, des histoires, des références clients, des success stories des clients. Elle peut faire des événements. Elle peut aussi faire intervenir des leaders d'opinion, son propre management qui va commenter ou être présent sur YouTube ou sur différents canaux. Et elle va aussi peut-être publier ses résultats financiers. Donc tout ça, toute cette communication du marketing, mais que vous pouvez aussi vous-même publier, va accroître la familiarité vers notre cible. Et tout ça va nous permettre de développer ce qu'on appelle aussi une nurturing, va amener nos clients à penser à notre entreprise. Donc ça, aujourd'hui, soit vous pouvez vous-même la partager sur les réseaux, mais c'est vraiment utile que ce marketing, tout ce que fait le marketing ou tout ce que vous pouvez faire vous puissiez l'utiliser pour ensuite utiliser ce qu'on appelle votre sphère d'engagement. Hein, c'est-à-dire que les moyens, là, ce n'est pas que votre entreprise, mais vous, à titre personnel, mettez en œuvre auprès de vos clients, partenaires, prospects, afin d'accroître votre notoriété et d'influencer les potentiels acheteurs par la suite. Et dans cette sphère d'engagement, donc comment est-ce que vous engagez vos prospects? On a déterminé 6 moyens principaux. Quels sont ces moyens? Alors, il y a déjà, on va commencer par ce que vous utilisez peut-être beaucoup, c'est les réseaux sociaux comme LinkedIn ou c'est navigateur, des outils où vous allez déjà publier des posts ou partager tout un tas d'informations. Donc ça va être le premier moyen. Vous pouvez aussi, dans LinkedIn, utiliser des groupes. Hein, on est dans le one-to-many, soit des groupes ou même des groupes que vous avez par des associations ou enfin, tout ce que vous pouvez publier dans un groupe à laquelle vous appartenez. Il peut y avoir aussi des événements, hein, soit des événements digitaux qu'organise votre entreprise qui vont vous permettre, vous, de créer du réseau. Votre propre réseau, c'est quand même hyper important. Hein, si vous travaillez depuis longtemps, vous avez un réseau professionnel, un réseau peut-être associatif, un réseau professionnel, personnel, et tout ça, vous allez pouvoir également publier dans votre réseau. Et après, les méthodes, on va dire, traditionnelles, mais qui fonctionnent encore énormément, qui sont le téléphone et l'email. Et donc, c'est l'ensemble de ces 6 moyens qui vont vous permettre d'engager pour arriver à une conversation avec vos clients. Hein. Et donc, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, vous savez qu'on parle souvent d'alignement entre les ventes et le marketing.
Mais en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de combiner la sphère d'influence de votre entreprise qui va alimenter ce que j'appelle votre sphère d'engagement. Donc, c'est les deux combinés ensemble qui vont vous permettre d'engager des prospects pour que avoir des leads et que ces leads se transforment en opportunités. Donc, c'est bien la combinaison des deux qui va amener et qui va, avec la méthodologie qu'on va vous proposer, pour pouvoir obtenir le plus de prospects possible. Donc, c'est vrai que ça s'est quand même complexifié et que vous n'êtes pas les seuls à la faire et qu'on se rend compte que pour cette prospection soit particulièrement efficace, il y a une phase de préparation qui est non négligeable. C'est-à-dire que une prospection, je sais que ça prend du temps, mais cette prospection, elle se prépare. Et il faut vraiment avoir une préparation adéquate et que cette phase, au même titre que vous devez préparer vos rendez-vous, il faut préparer votre prospection. Et ça, c'est un temps qui est vraiment important pour se dire que si je prépare, qu'est-ce que je vais préparer? Alors, on vous donne une méthode qui est celle-ci, qu'on appelle, nous, la règle des 30 minutes, c'est de dire que globalement, c'est presque le minimum de ces 30 minutes, c'est de passer 10 minutes au moins sur le secteur d'activité, 10 minutes sur la société et 10 minutes sur la personne avant de pouvoir lancer une prospection vis-à-vis de cette personne que vous pouvez cibler. Donc, sur le secteur d'activité, c'est peut-être que quelque chose que vous ne connaissez pas et que si vous le connaissez, on a quand même beaucoup d'informations pour savoir quelles sont l'activité ou quels sont les événements sur le secteur d'activité. Sur la société, vous avez aussi le site web, tout ce que cette société publie et idem sur LinkedIn, on peut regarder la page entreprise où il y a beaucoup d'informations. Et sur la personne, je ne sais pas quels outils vous pouvez utiliser. Si vous utilisez Sales Navigator, ça vous permet d'avoir de l'information que la personne ne le sache pas. Et sinon, vous pouvez utiliser LinkedIn ou en tout cas, au moins, googliser le nom de la personne et de regarder ce qu'elle a publié. Donc ça, c'est vraiment, cette recherche est vraiment extrêmement importante. Après, voilà, je vais vous donner votre arme secrète, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de secret dans la prospection. Le seul moyen de bien prospecter, et il n'y en a pas d'autre, c'est de consacrer du temps. Donc, ça veut dire que dans votre agenda, bloquer du temps, ça veut dire d'avoir au minimum des demi-journées, si possible tout le temps les mêmes, dans lesquelles vous allez bloquer un temps de prospection. Donc, on a déjà fait ce sondage, vous avez répondu, ceux qui disent que vous passez, je vais revenir sur le sondage de tout à l'heure, que vous passez, j'ai vu la majorité d'entre vous passer 4 heures à 8 heures, donc ça veut dire une journée complète. Donc, de cette journée complète que vous passez à prospecter, c'est nous, ce qu'on vous suggère, c'est soit au moins 2 demi-journées, soit une journée complète dans votre agenda. Là, ça m'intéressera de savoir comment, vous pouvez nous le mettre dans Converser, de savoir comment vous consacrez ce temps, mais pas 1 heure de temps en temps, mais vraiment de bloquer du temps dans votre agenda. Alors, ça veut dire que si on bloque du temps, comment est-ce que ça va s'orchestrer Donc, il faut avoir de la méthode aussi pour orchestrer cette prospection et qui a en gros 3 grands moments. Le premier grand moment, on a vu, c'est déjà préparer une liste de prospection avec les coordonnées, les emails et les téléphones. Donc, des fois, il y a pas mal de recherches à faire pour avoir tous ces coordonnées. La recherche qu'on a vue sur l'entreprise ou le secteur d'activité, ou en tout cas, si on prospecte par secteur d'activité, d'avoir un discours très clair sur le secteur que l'on cible. Et les mises à jour du CRM, moi, ce que je suggère, c'est si vous prospectez, de ne pas mettre à jour votre CRM au fur et à mesure de votre prospection, mais de prospecter à la fin, de vous dire, OK, cette fois, je prospecte globalement, je mets à jour le CRM une fois pour toutes et pas de le faire au fil de l'eau. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est la phase où vous allez peut-être créer, personnaliser des emails ou des LinkedIn, vous allez créer du contenu et passer des appels téléphoniques. Donc, ça, c'est vraiment avec tout ce qu'on a vu d'outils
avec cette sphère d'influence où vous allez essayer de comprendre, amener à la conversation et bien comprendre les problèmes et les enjeux de vos clients. Donc ça, c'est la phase pratique. Et ensuite, c'est toujours intéressant lorsqu'on prospecte de se dire quels sont les résultats que j'ai obtenus. C'est-à-dire, moi, je vous conseille de faire un tableur Excel et de dire si j'ai si j'ai eu 100 contacts, enfin 100 interactions, quels ont été les résultats en termes d'email, en termes de LinkedIn, en termes de téléphone, et ce qui vous permettra de faire une analyse et peut-être de voir là où il faut vous améliorer, qu'est-ce qu'il faut pratiquer. Souvent, moi, j'ai des clients qui me demandent, par exemple, lorsqu'on prospecte par téléphone, de faire des écoutes, parce que c'est… Alors, on peut s'auto-évaluer, s'auto-améliorer, hein, mais ce n'est pas toujours simple. Et c'est aussi intéressant de se dire, qu'est-ce que je dois mieux pratiquer? Est-ce qu'il faut que je change mes messages? Est-ce qu'il faut que mon accroche téléphonique soit différente? Voilà. Il faut que si j'ai des objections, comment est-ce que je vais peut-être m'habituer à y répondre? Donc voilà, c'est toute cette pratique-là est vraiment intéressante. Et puis de regarder, d'aller là où se trouvent vos clients et peut-être de vous rendre compte qu'il y a des canaux qui sont plus intéressants que d'autres. Donc ça, c'est vraiment dans votre gestion du temps. Si vous devez consacrer vos 4 à 8 heures, c'est de regarder comment vous organisez votre temps. La clé et le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être focalisé. En fait, on est constamment dérangé, hein. Vous devez recevoir des emails, enfin tout un tas de choses. Et voyez, moi, quand je prospecte, j'enlève toutes mes… Voilà, j'éteins mon téléphone, je me mets carrément… Enfin, j'enlève toutes les notifications sur mon ordinateur. C'est-à-dire que quand je me bloque ces temps de prospection, je ne reçois rien d'autre. Je ne prends aucun appel, je ne regarde pas mes mails. Et la focalisation, de rester focus, c'est vraiment un point clé. Ça, c'est vraiment… Je sais que c'est difficile, hein, que vous êtes extrêmement sollicité, mais c'est vraiment la clé de votre efficacité, c'est de rester focalisé un maximum. Et ensuite, c'est à peu près faire de calculer, hein, c'est-à-dire que il faut que vous connaissez ce fameux entonnoir, c'est de se dire, selon votre cycle de vente, selon votre taux de signature, est-ce que vous êtes dans une vente à fort volume, auquel à faible volume, et de vous dire, combien me faut-il de prospects pour arriver à conclure? Donc, si vous avez 100 suspects dans votre ligne, votre préparation, combien il vous en faut, et de faire des calculs pour voir d'étape en étape combien il vous en reste à la fin. Et ça va dépendre de votre secteur d'activité, du montant de vos affaires et du cycle de vente, hein. On dit en général qu'il faut 3 fois et demi, hein, 3 fois et demi, c'est la moyenne. Moi, je trouve que c'est un pourcentage qui marche pas mal, qu'il faut 3 fois et demi le paille pour arriver à atteindre son quota. Donc, il faut que vous regardiez, vous, combien ça représente. Mais c'est quand même intéressant de faire cette équation et pour ne pas être à court de prospects à un moment où vous avez eu trop tard pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, je vais vous partager ce qu'on fait sur Value Selling. En français, c'est on ne laisse pas ses copains prospecter tout seul. Alors, nous, on a créé ça sur Value Selling entre nous. C'est qu'on prospecte tous ensemble. Donc, on se réunit le matin sur Zoom. Oui, que ça marche. On se réunit sur Zoom. On se donne chacun nos objectifs. On prospecte pendant 1 heure et demie. On revient. Et on fait ça chaque jeudi. Et comme ça, on se motive, on raconte des bonnes histoires. Et en fait, on fait une journée de prospection. Alors, vous voyez, on est jeudi aujourd'hui, donc ça ne marche pas aujourd'hui puisque je suis avec vous. Mais en fait, ça permet de nous motiver et de créer, vous voyez, de créer une dynamique tous ensemble. Et franchement, voilà, ça crée une forme de cadence et c'est ce qu'on va faire. On développe des cadences de prospection. Alors, c'est quoi ces cadences de prospection que nous mettons en place? Des cadences de prospection, c'est une mise en place d'une série d'interactions vraiment organisées, chorégraphiées. Enfin, c'est vraiment une méthodologie à travers de tous les canaux dont on a parlé tout à l'heure pour augmenter la probabilité de connexion de conversation. L'objectif étant d'avoir évidemment une conversation directe avec notre prospect. Hein, c'est bien ça l'objectif qu'on se fixe
pour qu'après, on puisse transformer ça en des leads. Et donc, c'est cette série d'interactions, vraiment, ce qu'on vous encourage, c'est qu'à chaque fois, ces interactions, elles soient basées sur la valeur. Hein, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on appelle ces interactions basées sur la valeur? C'est qu'à chaque fois, il y a un message qui est la valeur pour le client. Qu'est-ce que ça lui apporte pour lui? En quoi c'est connecté à ses enjeux? Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux problèmes qu'il peut rencontrer? Hein. Et donc, c'est vraiment ces multiples interactions qui vont fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on crée ces interactions? Alors déjà, on peut créer sur 3 grands thèmes, on va dire. Les 3 grands thèmes que je vous suggère, c'est l'anxiété, l'influence, la motivation. Alors, le premier thème sur l'anxiété, j'avoue qu'il y a quelques années, je disais qu'il ne fallait pas, enfin même il n'y a pas si longtemps, que je n'aimais pas trop créer sur l'anxiété. Mais avec le Covid, par exemple, je me suis rendu compte que, par exemple, dans le business de la sécurité, bah, les clients l'utilisaient beaucoup, l'anxiété. Avec le Covid, je vous rappelle qu'il y a eu, pendant cette période Covid, où on ne pouvait pas contacter nos clients, il y a eu beaucoup de campagnes menées sur l'anxiété pour amener à nos clients des outils qui leur permettaient de contacter leurs clients. Et là, Dieu sait qu'on en a eu de l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est la faculté de créer de l'inquiétude, l'anxiété dans le futur, hein, avec les assureurs, par exemple, créent de l'anxiété. L'influence, bah là, on a créé pas mal d'influence et d'amener, voilà, d'influencer nos clients, leur comportement sur l'opinion, en utilisant des références, en utilisant des leaders d'opinion, en utilisant les cabinets d'analyse. On fait beaucoup ça sur l'influence. Et enfin, le troisième critère, qui est la motivation, ben, en fait, c'est de créer des moteurs qui vont motiver votre client. Par exemple, si vous devez digitaliser votre expérience client, on a eu beaucoup de choses où on a motivé les clients. Donc, si ils pouvaient avoir des nouveaux canaux comme le digital, ben, ils pouvaient avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, et on motive le client avec des enjeux forts. Voilà les 3 grands thèmes. Ça donne quoi dans nos interactions? Hein, par exemple, dans des emails, c'est dire nous travaillons avec telle fonction, moi, je vais dire des directeurs commerciaux, pour les aider à faire face à des difficultés telles que l'amélioration de la productivité de leurs commerciaux lorsqu'ils travaillent à distance. Et voilà, Value Ceiling, on a aidé nos clients à transformer plus vite, à mieux qualifier. On a qualifié et amélioré un taux de signature de 30%. Et j'aimerais, voilà, en général, dans le cycle de vente, on aimerait avoir l'occasion de discuter cette approche avec vous. Donc, en fait, l'idée, c'est de donner un enjeu et donner un critère de valeur, si possible, un indicateur comme un KPI qui va parler au client. Alors, la grande différence que l'on connaît aujourd'hui, c'est voir que la fréquence des contacts, elle a largement augmenté. Je regardais il y a 20 ans, il fallait 2-3 contacts, 2-3 interactions pour contacter un client. Maintenant, on en est à 15 à 17. Alors, ça, c'est un chiffre américain hein, que je vous donne. 15 à 17 sur 20, alors ils disent 22 jours ouvrables et sur un mois. Vous voyez que c'est quand même énorme. Alors, contacts de toutes sortes. Hein. Et évidemment, ça varie, hein, ce contact, selon le style, votre cycle de vente et le type de produit que vous vendez, et bien votre secteur d'activité. Globalement, il y a des secteurs très agressifs où ils mettent des campagnes avec 3-4 contacts par jour, hein, que ce soit sur différents canaux, quand on a de la vente transactionnelle. Entre les deux, c'est 2-3 contacts par semaine, c'est souvent ce qu'on fait. Et un rythme plus cool, entre 4-5 contacts par mois, ça veut dire qu'on a un cycle de vente long. Vous voyez que ça, c'est très différent. Ça donne quoi hein, sur les cadences que nous, on met en place avec nos clients? C'est-à-dire qu'on a, vous voyez, on commence nous souvent par LinkedIn, où on va juste partager. Vous voyez, moi, je partage pas mal de posts. On ne pose pas de questions, on fait juste du partage. Après, on peut peut-être partager d'un contenu d'un partenaire ou d'une autre société. En plus, on passe à l'appel téléphonique, d'abord à l'email, ensuite à l'appel téléphonique, si on a le numéro, qui est là où on va cibler. Moi, je fais un email personnalisé qui montre qu'on connaît le marché. Ensuite, on peut continuer avec encore de l'email et de l'appel
pour partager des références, des études de cas que vous pouvez avoir. Et ensuite, enfin, on va arriver sur des emails plus personnalisés où là, on va commencer à poser des questions, essayer de rentrer directement en relation en posant des questions sur le pourquoi, quels sont les enjeux, et arriver à ce que le client, un call to action, réagisse. Donc voilà des exemples de cadences. Bon, là, qui peuvent être détaillés, hein, et qu'on peut mettre en place. Alors, vous avez aussi des outils pour faire ça. Bon, nous, on utilise des outils comme Cliently, iSpot, etc., pour pouvoir HubSpot pour pouvoir créer ces flux d'action. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si vous avez travaillé sur des très grands comptes, hein, vous avez peu de clients, donc même sur de la compte management, on peut aussi créer une campagne d'action si l'on veut prospecter un client, un compte particulier. Ce qu'on vous suggère dans ce cas-là, c'est de mener une campagne. Bon, là, j'ai mis des fonctions, peu importe. Si vous pouvez, c'est de reconstituer un petit peu l'organigramme en utilisant Sales Navigator, par exemple, et puis décider sur chaque fonction de mener une campagne réseau social, email, phonie, voicemail, enfin tous les moyens possibles imaginables sur un même compte. Ça, c'est aussi une campagne qui fonctionne assez bien, que vous pouvez mener directement sur un compte client avec une pause entre les deux, donc de bien faire attention, de regarder quel jour est le plus favorable et de faire attention avec ça. Ce qui est vraiment important, c'est que dans la prospection telle que je la présente, il faut persévérer, être tenace, avoir un rythme régulier et, comme je dis, persévérer avec respect, parce que, et je pense que ça vous donne la même chose quand vous-même on vous prospecte, persévérer avec respect. Moi, c'est vrai que je suis assez vigilante, je fais attention de ne pas harceler. Des fois, je reçois le même mail 5 fois. Voilà, donc de faire attention, de trouver, voilà, de jamais casser la relation, d'être persévérant, la ténacité paye dans ce domaine, mais de garder voilà, ce côté respectueux et qui n'harcèle pas vos interlocuteurs. Voilà, donc voilà cette présentation que je voulais assez courte, mais je voudrais revenir là-dessus. Donc sur l'outil Fortex, donc on crée vraiment, voilà, on a une méthode, une méthodologie, et on crée avec nos clients, c'est-à-dire qu'on organise des workshops avec cette phase de préparation. Il nous faut du contenu et on va mettre en place des cadences, quels que soient les outils que vous pouvez utiliser, et on va vous aider à avoir un bon contenu et un bon discours, de façon à créer comme on a dit, cette familiarité et en tout cas cette relation avec le client, et de pouvoir persévérer pour avoir des résultats. Et on fait, si possible, ce travail en groupe de façon à vous auto-motiver et à vous motiver entre vous. Donc, voilà à quoi sert en utilisant, voilà, les outils value selling aussi sur la vente de valeur. Donc, voilà, j'espère, enfin, en tout cas, voilà la présentation. Je l'ai voulu assez courte parce que je pense que vous allez être amené à me poser pas mal de questions. Et donc, alors vous pouvez poser vos questions. Je crois que vous devez avoir une partie questions-réponses. Il y a écrit Q&R ou sur Converser. Et écoutez, voilà, ça m'intéresserait, comme la présentation a été assez courte, de voir si vous avez des questions particulières sur ce sujet. Ok, donc on commence à avoir quelques questions qui tombent. Là, il y a Pierre qui demande, ou plutôt quelqu'un qui demande si on recommande l'utilisation de robots pour envoyer des séquences d'emails. Alors oui, je sais qu'il y a oui, on peut utiliser des robots, mais voilà, on peut utiliser des robots avec un rythme. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons le contenu à ces robots.
Enfin, moi, je donnais l'exemple de Cliently, par exemple, que moi j'utilise effectivement, qui crée un flow personnalisé. Après, il va falloir reprendre la main à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, oui, on peut utiliser ces robots. Alors, faites juste attention, c'est qu'il y a des sociétés maintenant qui les repèrent et qui les mettent en spam. Mais oui, on peut utiliser des robots. Il faut que le contenu soit très pertinent. Et après, il y a un moment, s'il y a un cycle de robots et que nous, on a donné ce contenu au robot, après, il faut reprendre la main pour faire peut-être un mail, une action personnalisée. Mais oui, on peut. Enfin, c'est les outils d'aujourd'hui. Après, si tout le monde utilise des robots, il faut après qu'on puisse. Je vais vous donner un exemple avec un robot. C'est que j'ai une société qui m'a prospecté sur une prestation que j'ai prise, que j'ai trouvée très intéressante. Et j'ai pris la prestation et là, le robot continue à me prospecter. Donc ça, c'est un robot sur LinkedIn. Donc j'ai envoyé un mail au dirigeant en disant ça serait bien que le robot connaisse les clients parce que j'en ai un petit peu assez, qu'on me prospecte alors que je suis devenue. Mais oui, on peut utiliser des robots, bien sûr. Quoi d'autre? Donc, oui, alors, il y avait une question aussi. On nous demandait s'il y avait des meilleures pratiques sur les jours de semaine ou les demi-journées de semaine. C'est une excellente question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se poser assez souvent, de se dire quel est le meilleur moment pour prospecter. Alors évidemment, ça va dépendre des fois, c'est un peu des fois culturel ou par rapport à notre secteur d'activité. Alors nous, sur Value Selling, on a fait un tas de tests à ce sujet et on a décidé de prospecter le jeudi. Donc, en fait, on a hésité entre le mardi et le jeudi et on s'est rendu compte que la meilleure productivité qu'on avait, c'était le jeudi. Donc, nous, on prospecte le jeudi. Et après, ça dépend du niveau aussi de personnes que l'on prospecte. Vous voyez, par exemple, quand vous prospectez des gens, des dirigeants, décideurs, un peu C-level, moi, je prospecte dans ces cas-là, vous voyez, soit entre midi et demi. Je me suis rendu compte qu'ils arrêtaient les réunions. Et sinon, je n'hésite pas à prospecter tard le soir. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai envoyé hier un message LinkedIn à quelqu'un à 8h moins 20 et il m'a répondu immédiatement. Donc ça, c'est plutôt par niveau de personne. On sait que le lundi, ce n'est pas la bonne journée. On avait hésité le mardi. Il y a des gens aussi qui prospectent le vendredi en disant que les gens sont en télétravail ou travaillent de chez eux et que le vendredi peut être une bonne journée. Faites des tests. Changez. Moi, c'est peut-être la meilleure chose qu'il faut faire. Nous, on a choisi le jeudi, mais moi, ce que je vous demande, je pense que c'est pas mal d'expérimenter et de regarder ce qui vous convient le mieux. Si sur le chat, s'il y en a qui veulent répondre sur converser et mettre leur expérience, ça serait intéressant que ça puisse être partagé. En tout cas, si vous avez des dirigeants, c'est très tôt le matin ou tard le soir, ça c'est sûr. Ça reste vrai. Alors là, il y a Pierre Gomin qui veut poser une question. Je pense que je lui ai donné la possibilité de parler. Pierre? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, bonjour Pierre. Oui. Non, bonjour. Non, ma question était en retard parce qu'en fait, c'était juste un problème d'accès sur l'écran. Donc, je l'ai résolu sur une option d'affichage. Donc, c'est désolé. Non. Je n'ai pas de questions en plus. Je n'ai pas, je dirais, de nouveautés pour alimenter. Je trouve la présentation très bien faite. C'est toujours intéressant. Et Dominique est toujours concrète, ce qui est très agréable. Voilà, non, rien de plus. Juste un commentaire. Merci. On a des questions dans Q&A. Dominique, je pense que vous pouvez y accéder. Regardez, Q&A, il y a 4 questions là. Moi, je ne peux pas y accéder. Non, je ne vois rien. Non, il n'y a pas de questions particulières auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, attends, je vais regarder dans Converser. Ah oui, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a des exemples d'emails qui fonctionnent bien en prospection? Oui, il y a des exemples. Alors, j'en ai montré un tout à l'heure. En fait, alors je ne les ai pas là, les exemples d'emails, mais je pourrais vous en envoyer. C'est que
en fait, les emails qui marchent bien en prospection, même sur LinkedIn, hein, j'ai travaillé ça d'ailleurs avec LinkedIn. Enfin, je reviens, hein, c'est d'avoir d'abord des emails qui sont déjà centrés clients. Et moi, dans les emails, j'indique les enjeux. Enfin, je fais un pari quand je donne des exemples d'emails, c'est-à-dire que je présuppose un enjeu client, je parle très vite et j'indique le problème qu'il peut rencontrer, j'indique des éléments de valeur. On peut aussi, par exemple, j'ai fait un email récemment où j'ai posé des questions, hein, en disant on peut aussi poser des questions, mais il faut que la question soit pertinente, c'est-à-dire que c'est une question, vous savez que c'est le type de problème que peuvent avoir vos clients. Ce que je suggère en email, c'est aujourd'hui, hein, on voit que les gens lisent les emails beaucoup sur leur téléphone portable. Donc, faites-les courts. C'est-à-dire que je crois que la plupart des clients aujourd'hui lisent sur le téléphone. Donc, si vous faites un email, pensez à avoir des éléments très courts, de quelques lignes. Et vaut mieux avoir 3-4 emails courts orientés clients, dont vous pouvez amener une problématique que vous connaissez sur la fonction du client, parce que vous ne connaissez pas forcément ses enjeux, et en indiquant ce que votre solution apporte ou voilà quelles valeurs, quels sont les bénéfices de votre solution plutôt que la solution elle-même, hein. Mais vous pouvez aussi amener en disant, par exemple, dans des exemples d'emails, moi j'ai vu des clients qui indiquent une histoire, ce que j'appelle une histoire de référence, hein, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est dire tel client, voilà sa problématique, il avait tel problème et en travaillant avec nous, voilà ce qu'il a. Alors, vous voyez, c'est ce que a fait Fortex en disant euh, nos clients avaient des problèmes de prospection et leurs commerciaux n'arrivaient pas à avoir bon résultat. En travaillant avec la méthodologie Vortex, ils augmentaient de 35% leur taux de conversion vers une opportunité. Ils ont gagné tel montant. Voilà. Des exemples comme ça sont très parlants avec les clients. Et ça, c'est un exemple d'email qui fonctionne bien pour avoir des exemples percutants. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que comme tout le monde regarde sur son téléphone et ses emails, c'est d'avoir un texte d'email très court comme vous feriez un texte sur LinkedIn. Moi, j'utilise énormément LinkedIn pour entrer en relation. J'en parlais, vous voyez qu'un prospect, moi j'utilise énormément LinkedIn parce que je trouve que c'est court, les gens le lisent vite. Je vois que moi personnellement, en tout cas, j'ai un meilleur taux de réponse sur LinkedIn que en direct. Alors après, c'est peut-être par rapport à mon métier, mais du coup, LinkedIn, comme on a, je crois, 130 caractères, il me semble, de mémoire, ça m'oblige à être très courte. Et mes emails, je fais pareil, je fais 2-3 lignes. Ou alors, je fais un email très personnalisé parce que je connais la problématique et là, je personnalise à fond. Et si je fais un email, j'essaye de trouver un élément en rapport avec l'entreprise. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Alors, on a une question d'Éric qui demande pourquoi on ne peut pas rentrer tous les contacts liés à notre prospection dans le CRM et les mettre en nurturing si les premiers échanges n'amènent pas sur un deal à court terme. Ça revient à une question. Vous pouvez le faire, hein. Après, c'est une question d'entreprise, hein, parce que le temps de tout saisir, il y a des entreprises qui font ça automatiquement, hein, ceux qui font du lead gen, mais parce qu'après, on alourdit un peu les choses. Donc ça, c'est une question d'entreprise. Il y a des entreprises qui le font. Il y a des modules maintenant sur certains CRM. Et puis, il y a d'autres entreprises qui disent, non, nous, on préfère le mettre dans le CRM une fois que c'est un vrai lead, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une action commerciale. Ça, c'est juste, oui, on peut le faire, hein. Ça, c'est une question de décision. Moi, je le mets que quand j'ai eu un retour client. C'est-à-dire que j'ai mené une action, à partir du moment où j'ai eu un retour et que je commence à la conversation, et moi, je le mets à ce moment-là. Mais bon, ça, si vous voulez le mettre avant. Mais c'est ce qu'on appelle, ça dépend des politiques d'entreprise. Vous savez, quand on passe de suspect à prospect. Suspect, c'est la grande masse. Prospect, ça veut dire qu'on a eu un retour client. Et là, normalement, c'est là qu'on le met en CRM. Si vous voulez tout mettre, pourquoi pas, hein. Après, faites attention sur votre calcul. C'est-à-dire que moi, c'est à partir de ce moment-là que je calcule pour avoir mes ventes. Si vous mettez tout, il faut que votre calcul mathématique
il est plus de 3,5, il va être 1 sur 10. Il vous en faut 10 fois plus. Donc là, faites attention sur le nombre de suspects, de leads non qualifiés qu'il vous faut pour arriver à vos fins. Donc là, le calcul mathématique, il est supérieur. Mais voilà, ce n'est pas la même chose. Là, quand on dit 3 fois et demi, c'est par rapport à un lead qui est déjà donc quelqu'un qui montre un intérêt. Donc, ce n'est pas tout à fait le même calcul. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Ça, c'est important. Ça, c'est une décision d'entreprise. Moi, je n'ai pas de… Parce que souvent, voilà, c'est une décision d'entreprise. Moi, je n'ai pas d'éléments particuliers à mettre avec ça. On a la fonctionnalité Q&A avec des questions. Il y en a 5. Voilà, dans Converser, j'ai eu des questions. Ouais, dans questions et réponses, il y en a 5. Alors, de toute façon, avant que les gens posent des questions, voilà, je reviens juste, si les gens, à moi qui ai des questions d'ici là, à la fin, c'est peut-être pas la fin de ce webinaire, mais ce soir, parce que c'est les Américains qui s'en occupent, mais demain, vous aurez sur Value Selling Resources Webinar, vous avez un moyen de cliquer avec les slides et le replay qui vous seront envoyés directement. Et puis moi, je vous les enverrai aussi. Si ça ne marche pas, vous m'enverrez un mail. Mais tous les gens qui ont été enregistrés aujourd'hui devraient recevoir. Sinon, n'hésitez pas à me communiquer, m'envoyer un mail. N'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn, parce que je poste beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur un tas de voilà, plein d'éléments. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, non. Non. Non plus, je ne vois plus. Écoutez, dans ce cas, on va arrêter. Merci en tout cas de votre participation. Moi, je regarde si au dernier moment j'en vois. Non. Donc, écoutez, donc voilà, il y aura un prochain webinar. Donc, merci de votre participation. Donc, vous recevrez tous les éléments. Voilà, invitez-moi sur LinkedIn. Voilà, moi, je réponds assez rapidement sur LinkedIn par mail aussi. Voilà, si vous avez besoin de choses ou de questions plus particulières qui vous reviendraient d'ici là, surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie énormément de votre attention. Le prochain webinaire, on n'a pas encore déterminé la date, mais a priori, voilà, je ne sais pas si on va en faire un cet été, c'est sûr en septembre. Idem, si vous voulez me suggérer des idées, moi je suis toujours, voilà, j'adore toujours avoir des suggestions. N'hésitez pas. Et puis, écoutez, d'ici là, je vous souhaite une bonne prospection. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, vous a apporté un nouveau contenu. Et n'hésitez pas surtout donc à télécharger les éléments pour que vous puissiez avoir le support. Voilà, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Merci à vous tous, merci de votre participation. Et merci aussi pour ceux qui ont posé des questions. Merci, à bientôt. À bientôt.